Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. C'est la toute première édition de ce journal pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information et surtout un très bon mois de juin à toutes et à tous. À la une de ce lundi, nouvelle opération de la police nationale au centre-ville de Port-au-Prince. Ce lundi 1er juin, des échanges de tirs ont été signalés près de Village de Dieu. Parallèlement, l'Artibonite reste sous tension après l'embuscade meurtrière de Carrefour Robert qui a coûté la vie à 3 policiers de l'UTAG et à un brigadier de vigilance. Des organismes de défense des droits humains expriment leur vive préoccupation après la mort de 4 agents engagés dans une opération contre les gangs à Carrefour Robert. Ils dénoncent un grave revers sécuritaire et alertent sur les défis auxquels font face les autorités. Également à la une de ce lundi, plusieurs mois après les violences qui ont frappé Solino, les traces de destruction restent visibles entre réparation de fortune et attentes envers les autorités. Les résidents réclament des actions concrètes dans le cadre du programme de retour au quartier. Malgré quelques initiatives individuelles, de nombreuses familles peinent à retrouver des conditions de vie normales. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans plusieurs quartiers de la capitale, ainsi que dans certaines villes de province. Une nouvelle opération de la police nationale a été menée ce lundi 1er juin au centre-ville de Port-au-Prince. Selon une source policière, des unités des forces de l'ordre ont été déployées dans le bas de la ville afin de poursuivre les offensives contre les groupes armés. Dès la mi-journée, des échanges de tirs ont été signalés, notamment aux abords de Village de Dieu, bastion du chef de gang connu sous le nom d'Iso. Plusieurs véhicules blindés ont tenté de progresser dans cette zone contrôlée par le gang 5 secondes. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. Selon des témoignages recueillis sur place, des détonations et des explosions continuaient d'être entendues dans les environs jusqu'en début de soirée. Parallèlement, dans l'Artibonite, 3 policiers de l'unité temporaire anti-gang UTAG et un brigadier de vigilance ont été tués vendredi dans une embuscade à Carrefour Robert, une localité de la commune de Saint-Marc. Alors que les corps des victimes ont été remis à leurs familles dimanche, la tension reste vive dans le département. Des collègues des policiers tués promettent de venger leur mort, tandis que le gang de Savien poursuit ses attaques dans la région, alimentant l'inquiétude de la population. Des organisations de défense des droits humains déplorent l'assassinat de 3 policiers de l'unité temporaire anti-gang UTAG et de membres d'une brigade de vigilance dans la commune de Saint-Marc le vendredi 29 mai dernier. Lors d'une opération menée par les forces de l'ordre pour freiner la progression des gangs dans la localité de Carrefour Robert, plusieurs agents ont été tués, marquant une détérioration du climat sécuritaire de la région. Ce drame fragilise davantage la communauté locale et soulève des inquiétudes quant à la capacité des autorités à garantir la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens, estiment des défenseurs des droits humains. Suivez ce reportage signé Garbijan. Dans des vidéos filmées par les criminels eux-mêmes, ces derniers mutilent les corps sans vie des policiers avant de récupérer leurs armes et munitions pour les brandir comme des trophées. Selon les informations officielles, les 3 agents de l'UTAG et l'éclaireur de la police ont été tués à Carrefour Robert, localité située dans la 4e section communale de Saint-Marc. Antonal Mortimé, du collectif Défenseurs Plus, déplore les faits. Nous regrettons ça, nous présentons sympathie, nous, by famille, collègues qui dans la police là, qui peut-être assassinat ça a affecté. Mais encore une fois, ça montre faiblesse qui gagne dans la police là mener intervention mener opération ça a montré un manque de maîtrise des zones là de la part de recommandement ou bien commandement au niveau départemental. Ça montrait tout malgré présence mercenaires bon côté la police nationale avec l'armée d'Haïti, mais opération toujours il y a des faiblesses et ça prend temps pour nous joindre résultat à chercher.
Même là, nous constatons, la police fait des efforts considérables dans certaines zones. Depuis plusieurs semaines, les bandits progressent agressivement dans cette communauté alors que Saint-Marc demeurait jusqu'ici l'un des derniers bastions de la région à leur résister. Face à ce carnage, les défenseurs des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Mais encore une fois, il faut me profiter de son appel aux acteurs dans la communauté internationale, là, surtout ça qui promettent de contribuer dans la force répression de gang, pour ne pas attendre pita. Il y a trop de policiers qui tombent, il y a plus passé en trentaine de commissariats que bandits écrasés, boulés, détruits, pillés. C'est pour des 37 pendant 2 dernières années. C'est plusieurs dizaines de policiers qui tombaient. C'est chaque jour gagné entre 12 à 16 personnes qui mourent dans les bandits. Bandits touillés, sans contrôler ça, enlevés, torturés pour parents au bail l'argent. Ce drame laisse également perplexe Maître Arnel Rémy, le responsable du cadeau, qui s'interroge ouvertement sur la capacité de l'État à garantir la sécurité de la population. Cet acte barbare reflète non seulement les limites opérationnelles des troupes sur le terrain, mais il constitue un véritable camouflet pour les autorités policières, a-t-il affirmé. Si l'homme en pays est humilié de cette manière, et nous-mêmes comme civils qui parlons, donc nous-mêmes nous dit, écoutez, là encore, le Premier ministre montre à clair qu'il est incapable, qu'il n'est pas contrôler ce qu'il a fait là. Marché fait discours dans l'académie, dans la graduation policière pour le dire, mais ça l'a fait. Tandis que bandit a humilié là, c'est pas trois policiers humiliés, non? C'est pas l'institution policière qui est tout, c'est tout le mouvement, c'est tout, même le Premier ministre est humilié. Pour Maître Rémy, l'échec de cette intervention s'explique par un manque cruel d'équipement adéquat. Retranchés sur les hauteurs, les bandits disposent d'une puissance de feu qui fait grandement défaut aux unités déployées en contrebas. Des anciens cadres de la police, profondément révoltés par cette tragédie, partagent ce constat. Entre-temps, la situation sécuritaire s'envenime dans les localités voisines, notamment à Jean-Denis et à Pont-Sondé. Les gangs, qui menaçaient ouvertement Saint-Marc, passent désormais à l'offensive, y semant la mort et la désolation. Alors que les attaques de gangs se poursuivent dans plusieurs communes du département de l'Ouest et dans l'Artibonite, les assassinats ciblés et les cas d'enlèvement connaissent une recrudescence, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Malgré la présence des forces de l'ordre dans certains quartiers relativement épargnés par la violence, des citoyens continuent d'être victimes de kidnapping ou sont abattus sur place. Dans ce climat d'insécurité généralisée, des acteurs politiques menacent de lancer des mouvements de protestation contre les autorités de transition. Certains estiment que le mandat du pouvoir en place arrive à échéance le 7 juin prochain. Par ailleurs, le projet de décret continue de susciter de vifs débats au sein de l'opinion publique. Pour analyser ces différents enjeux, nous recevons le docteur Renan Armstrong Charlot, responsable du parti Force progressiste d'Haïti. Docteur Charlot, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News ce soir. Bonsoir, Rose Berlin, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager quelques mots et ma vision en quelque sorte sur l'actualité et autres du pays en quelque sorte. Justement. Et suite à l'assassinat du docteur Roger Germain, responsable des laboratoires Gamma, vous avez, à travers une note de protestation et d'indignation datée du 28 mai, exprimé votre colère, votre frustration suite à cet acte odieux. Vous avez également pointé du doigt les autorités haïtiennes. Oui, comme je le dis toujours, et que les autorités, et quand ils sont en poste, c'est-à-dire leur devoir premier, c'est de donner la sécurité aux citoyens. Et ceux qui sont là actuellement, à partir de l'accord de l'accord pour la stabilité, ils ont promis la sécurité à la population. Et pour jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Et que le kidnapping continue, l'insécurité continue, on arrive, on brûle les maisons, les citoyens ne peuvent pas vivre correctement chez eux. Donc vraiment, j'ai été choqué et je suis en colère face à cet état de fait. Et vraiment,
je dois vous dire que et ça m'a beaucoup touché. Et encore plus, il s'agit d'un collègue. C'est un patriote et c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie au service de la médecine haïtienne. Donc aujourd'hui, en tant que médecin, vous aussi, vous vous sentez menacé par ces... Bien sûr, on est menacé. Et vous le savez aussi que vraiment, le secteur médical paye un lourd tribut par rapport à l'insécurité. Et pour jusqu'à maintenant, personne ne dit, et les autorités qui sont là, ils n'ont même pas pris le soin de faire sortir une note vraiment pour souhaiter les parents des condoléances et le secteur en général. Et vous savez ce que cela veut dire, encore plus, un médecin en Haïti avec les problèmes que nous avons en termes de santé et autres. Donc vraiment, je suis écœuré. Et je demande à ce que toute la corporation médicale vraiment se lève pour exiger des autorités que ces autorités fassent leur devoir correctement. Lorsque vous parlez de se lever, qu'est-ce que la corporation médicale aura à faire quand vous dites se lever? Est-ce que c'est camper travail, pas à l'hôpital, faire grève? Qu'est-ce que ça veut dire? En termes, il y a des actions pacifiques qui peuvent se faire. Il y a des actions pacifiques, c'est-à-dire, certes, d'abord, il y a une note, il y a des protestations, il y a des sittings qui peuvent se faire, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir exiger de ces gens. Mais je dois vous dire quelque chose, je ne me leurre pas. Les autorités qui sont là, ce sont des incompétents, ce sont des irresponsables et ils ont montré qu'ils sont incapables de donner la sécurité aux citoyens et de sécuriser le territoire. Donc et je pense qu'ils sont aussi complices que les bandits. Donc, et dans la note, je le dis, ils doivent tirer les conséquences de leur échec et de donner et de remettre leur démission. Remettre à qui va prendre la suite? Est-ce que vous, au niveau du parti Rassemblement des forces progressistes d'Haïti, vous avez un plan? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous êtes en discussion avec d'autres partis pour la suite? Bien sûr, le Rassemblement des forces progressistes d'Haïti, et dès notre lancement, nous avons dit qu'il faut rassembler tous les progressistes d'Haïti et pour trouver une alternative viable pour qu'on puisse arriver à une stabilité dans ce pays. Et le Rassemblement des forces progressistes d'Haïti, de manière conjoncturelle, nous disons que nous allons agir sur 3 axes. Premièrement, c'est la sécurité. Deuxièmement, les élections et de travailler sur un plan de stabilité, un pacte de gouvernabilité sur 25 ans. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Il faut, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette division interminable entre Haïtiens. Donc, si on veut arriver à vraiment sortir le pays dans cette situation, je dirais, d'instabilité et de dépendance étrangère, il faut que l'on arrive à un pacte de gouvernabilité et de trouver vraiment la voie pour pouvoir permettre à la population de vivre dignement. Alors, vous avez parlé de la sécurité comme le premier axe sur lequel vous, au niveau de votre parti, vous allez travailler. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui? Que faut-il pour résoudre la crise sécuritaire? Premièrement, par exemple, dans notre deuxième note, nous l'avons dit clairement et qu'on ne peut pas comprendre comment, pendant que les fils de la patrie meurent et que les autorités actuelles signent des contrats mirobolants avec des firmes de sécurité étrangères et que ces firmes, pour jusqu'à maintenant, ne donnent pratiquement aucun résultat sur le terrain. Et pour nous, nous disons, il faudrait bien que l'on investisse de manière massive au niveau
et des forces armées d'Haïti et au niveau de la police nationale. Mais il y a quelqu'un qui dit que le plus semblé en plan à moyen terme. Parce que là, à court terme, si nous voulons résoudre le problème d'insécurité... À court terme, si on veut résoudre le problème de sécurité, premièrement, comme je viens de le dire, il faut penser à renforcer les institutions nationales. Et deuxièmement, faire un appel sous les drapeaux à tous les Haïtiens. Y compris les gangs? Non, j'ai dit les Haïtiens conséquents, les Haïtiens amoureux de la patrie, pour qu'ils puissent venir en aide. Nous ne sommes pas les premiers à avoir ce genre de problème. Par exemple, au Burkina Faso, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé des jeunes qui veulent combattre le djihadisme et les terroristes. Ils ont fait appel à eux. Et ils les ont regroupés sur le nom de VDP. Ce sont les volontaires pour la défense de la patrie. On peut faire de même. Ces jeunes n'ont pas forcément la formation requise. Donc c'est comme si vous voyez à l'abattoir. Mais non, ils auront une période de formation. Pour former un policier, ça prend 4 à 6 mois. Ouais, pour le moment, avec le programme 4000, c'est 4000. Oui, c'est-à-dire 4 à 6 mois. Par exemple, mais pour jusqu'à maintenant, c'est-à-dire nous avons, et il y a des brigadiers actuellement qui sont dans la lutte contre les gangs. Et un d'entre eux est mort à Saint-Marc dernièrement. Et j'en profite pour saluer ces jeunes gens qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la patrie. Et je leur dis que le pays ne les oubliera pas. Maintenant, par rapport à tout cela, vous avez parlé des groupes d'autodéfense, des formations pour des jeunes, appeler les jeunes à se regrouper et tout. Et vous avez évoqué la question de formation qui prendra encore du temps. Mais là, si l'on se dit, donc dans 2 mois, puisqu'aujourd'hui on parle aussi des élections qui doivent s'organiser selon ce gouvernement à la fin de l'année 2026. Donc si on veut réellement organiser les élections dans un climat de sécurité plus ou moins stable, comme dernière question, donc qu'est-ce qu'on doit faire effectivement? Parce que si vous avez parlé de sécurité comme axe sur lequel vous avez travaillé, maintenant comment résoudre ce problème? Et comment est-ce que vous comptez aussi forcer le gouvernement à démissionner? Rose Berlin, je vous le dis sincèrement, je ne vais pas me leurrer. Le gouvernement que nous avons là, avec les choses qu'ils sont en train de faire, et il y a le projet de décret. Donc vous voyez, c'est-à-dire ce qu'ils font, ils introduisent des choses vraiment impossibles. Donc vous, parlant du décret, vous au niveau du Parti progressiste, vous n'avez pas ce problème de 100 000 membres? Écoutez, et cette affaire de 100 000 membres ou bien 30 000 membres, il y a le décret loi qui dit comment un parti politique et comment un parti politique doit faire pour qu'il puisse s'inscrire. Et deuxièmement, le CEP a inscrit ces partis politiques-là. Et maintenant, vous venez avec un décret, un projet de décret et vous demandez 30 000 membres et 100 000 membres. Là, c'est que on doit dire que le gouvernement actuel, il est en train de préparer des élections officielles pour ses partisans. Et je me rappelle avoir vu un chef de parti, il était venu ici, en la personne de Jerry Tardieu, a demandé 100 000 membres. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que je veux dire, c'est que, et comme c'est un proche du gouvernement, le gouvernement est en train de préparer des élections pour ses partisans, pour ses amis. Et c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, Dr Renan Armstrong Charlot. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci encore. Okay.
Voilà donc les précisions du docteur Renan Armstrong Charlot, porte-parole du parti Rassemblement des forces progressistes d'Haïti. Il était l'invité de Métronion ce soir. Merci de votre fidélité à Métronews. À Solino, les habitants peinent à reconstruire leur maison malgré l'annonce du projet gouvernemental de relogement et de reconstruction. Dans ce quartier encore marqué par les ruines, des initiatives individuelles ont permis à certains résidents d'effectuer quelques réparations en attendant une réhabilitation complète de leur logement. Dans ce contexte, plusieurs habitants dénoncent l'absence de l'État dans la zone ainsi que le manque de services et d'infrastructures essentielles à leur quotidien. D'autres appellent les autorités à respecter les promesses formulées dans le cadre du programme Retour au quartier. Reportage de Richie Fortuné. Au milieu des ruines encore béantes, un bruit métallique revient avec insistance. C'est le petit atelier de ferronnerie de Boss Maxo qui redémarre petit à petit à Solino. Alors que beaucoup de maisons restent dépourvues de leurs fenêtres et de leurs portes emportées par les gangs, son activité de métallerie reprend peu à peu depuis que les riverains commencent à revenir dans ce quartier dévasté. Si ce retour est encore timide, ce technicien est toutefois très sollicité en raison des dégâts. Plaisir. Nous avons 50 comme ça, mais pas 9 non. Comme petite réparation, ça on est fait, le prend du fait, les boulets, puis nous changeons encadrement pour nous et puis nous avons récupéré après, ça a fait 9, ça a continué. Ça doit être toujours là, mais quand on vient de la liberté, et puis nous, pour téléphone, nous disons quelques petits bagages, ou zone pour retourner, nous venons fonctionner normalement. S'ils ne sont pas excessivement coûteux, seuls les propriétaires possédant un minimum de ressources économiques peuvent s'offrir ces services, à l'image de Jeannette, une commerçante de la zone. Loin des mauvaises conditions qu'elle dénonçait dans les camps de fortune, elle presse les autorités de fournir un accompagnement dans ce processus de réhabilitation de la communauté. Avec effort personnel, nous, c'est la business souhaité. Yo craser le bruit le net, c'est avec faible moyen du bon. Ça nous-mêmes nous arranger nous parce que c'est ça et comme ça nous vivons nous-mêmes. Nous c'est moi là depuis octobre. À côté des tentatives de nettoyage de la mairie, aucun chantier de reconstruction n'est remarqué dans ce secteur, pourtant considéré comme zone pilote du programme gouvernemental Retour au quartier. Si cette initiative vise le relogement des sinistrés, dans cette zone, rien de tout cela n'a encore été initié. D'ailleurs, cela constitue l'une des principales préoccupations des résidents. Septuagénaire, Tété, qui a perdu sa maison et certains de ses proches, témoigne avec tristesse. On y a là, bon, par contre ça pour me dire, mais vieux caillou crasé, pas de porte, pas de sécurité, fatra à terre, mais pour on crasé, bon, par contre à qui moun pour me parler. Égal là, par contre ça qu'a fait, ça qu'a dit parce que faut ta fond bureau, malgré mettre différents cailloux, so depuis qui ba arrivé 15 coffre arrivé la Tibonite, pas gon machine pompier mes amis, nous content de comme ça, grand nous pas connait qui en pays a. Des témoignages qui varient peu d'un interlocuteur à l'autre, tous rêvant de voir ce quartier redevenir comme il l'était. Joseph, l'un des rares citoyens de retour à la ruelle Anglade, s'exprime à son tour. Nous beaucoup jeunes accompagnement. Nous beaucoup jeunes. Parce que c'est fatra peuple a attendre lever pour venir retourner dans la zone. Donc, plus de préoccupation, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Nous avons souhaité venir lever fatra pour nous. Plusieurs mois après son annonce officielle, le projet Retour au quartier Solino tarde à voir le jour, en dépit d'importants fonds déjà mobilisés à cette fin. Autre dossier, le foyer Renaissance, rééducation et réhabilitation pour toxicomanes a organisé un séminaire de sensibilisation destiné aux jeunes sur les dangers de la consommation abusive d'alcool. Plus d'une centaine de jeunes ont répondu à l'invitation. Les soirées entre amis, les sorties festives et d'autres contextes sociaux exposent souvent les jeunes à la consommation d'alcool. Une consommation modérée est essentielle, souligne le thérapeute Stanley Chapoteau. Utiliser l'alcool comme moyen de surmonter ses problèmes personnels, notamment après une rupture amoureuse, n'est pas recommandé, a-t-il insisté. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La consommation de l'alcool est loin d'être une partie de plaisir, surtout quand elle est faite de manière abusive.
Le foyer de renaissance, rééducation et réhabilitation pour toxicomanes a réalisé une formation en ce sens, explique le directeur national de traitement Stanley Chapoteau. Jeunes yo ka boire dehors, que yo boire avec responsabilité, parce que trop d'accidents qu'a fait. Yo ta aimé que yo boire avec modération. Et ça qui dépendant de l'alcool, que yo viennent dans le foyer, que yo contacte foyer pour foyer aider yo. En gros, c'est ça que lié. Moun qui dépendant yo viennent joindre nous dans le foyer et moun qui pas dépendant yo, s'il vous plaît, buvez avec modération, buvez avec responsabilité. Si nous avons sorti en groupe, il faut qu'il y ait un responsable qui ne pas boire du tout pour assurer que chaque monde entre la caille sain et sauf. Ce séminaire de prévention sur l'alcoolisme et la toxicomanie est un moyen permettant aux différents intervenants de sensibiliser davantage les jeunes sur les dangers que représente cette boisson. Un des membres du comité, Ludmilla Dorsena. Sensibilisation, ça c'est mobiliser plus jeunes que possible pour être capable de venir en retour des acteurs. Ça veut dire, nous-mêmes nous faisons formation pour jeunes, même parce que jeunes, ça eux-mêmes, ils ont des gens dans le milieu, peut-être qu'ils ont observé, qui peut-être déjà addict ou bien un monde dans le milieu, qui déjà consomme l'alcool de façon abusive, de façon à ce que pour eux-mêmes, en retour, ils sont capables de mobiliser le plus de monde que possible dans la façon dont ils consommer l'alcool. De nos jours, nombreux sont ceux qui croient que l'alcool est le meilleur moyen pour gérer leurs problèmes, le stress ou parfois quand ils ont le cœur brisé. Le thérapeute Chapoteau n'est pas de cet avis. Boire de l'alcool excessivement ou bien prendre de la drogue sont conséquences liées. De quoi? De émotions que nous n'avons pas qu'à gérer. Et c'est ça que nous faisons dans le foyer. Au lieu que vous faire ça ou pas qu'à faire, qui c'est évader la réalité, parce que c'est ça qu'il a fait, je parle de dépendants, gens qui a quoi, gens qui a dicté. C'est ça que laisser faire. On va que les papes jamais fait, évader la réalité. Les gens ont des sentiments de ou bien de déception, ou bien de colère, ou bien de tristesse, et gain l'autre. Ils paraît meilleur. L'anesthésie tête liée avec alcool. Mais il y a l'autre bagaille qui a fait. Parce que continuer à consommer sans contrôle, sans modération, ou tuer tout, ou tuer monde tout. Les foyers. Ils sont plus d'une centaine à prendre part à cette formation patronnée par la Brana SA. Comprendre pour mieux décider, c'est le thème retenu. Une journée de sensibilisation réussie et qui s'avère être, selon les propos des jeunes, une initiative instructive qui permettra de sauver des vies et de mieux s'orienter dans la vie. Des expositions portant sur l'entrepreneuriat, la baisse du pouvoir d'achat des citoyens et la conception de sites permettant de prévenir les embouteillages grâce à des formules mathématiques figuraient parmi les projets présentés au public par les élèves du collège Excelsior. À travers cette initiative, les jeunes ont mis en valeur leur capacité de création, d'innovation et de recherche. La directrice pédagogique Karine Emmanuel Sanon en a profité pour saluer leur talent tout en expliquant l'origine de cette initiative visant à mettre en lumière les réalisations des élèves. Parents, amis et visiteurs ont félicité les jeunes pour la qualité de leurs travaux. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes au collège Excelsior où les jeunes de la section secondaire mettent en lumière leur capacité de production. Vêtus de leur uniforme, chacun d'eux fait partie d'un projet qui a été élaboré en collaboration avec les membres de la direction. Ici, nous rencontrons cette demoiselle qui présente son travail sur l'entrepreneuriat avec des chiffres qui illustrent la situation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont créé des micro-entreprises ou encore se lancent dans des activités financières sans vraiment connaître toutes les notions essentielles qui ont rapport au monde de la finance, par exemple le calcul des dépenses ou encore la fixation du prix de vente. Et pour concrétiser cette remarque que nous avons faite, nous avons réalisé une enquête auprès de 37 personnes au sein de notre collège. Et nous avons réalisé que
16,2% des personnes interrogées ne connaissent pas leur capital de départ. 10,8% d'entre eux ont déjà subi des pertes financières et 29,7% ont déjà abandonné leur micro-entreprise. Pour cela, nous nous sommes posé une question. Un site qui permet de détecter dans quelle zone il y a des bouchons, des accidents, entre autres. C'est ce projet qui a été conçu par ce groupe de jeunes. En utilisant des formules mathématiques, ils arrivent à prévenir ce qui se passe dans un endroit. Donc nous avons remarqué qu'il y a certains problèmes par rapport au trafic en Haïti. Donc cet outil est là pour permettre d'optimiser ce trafic-là via ces outils. Donc nous allons voir par exemple pour la problématique qui est par quel mécanisme mathématique et au modèle macroscopique on peut prédire les transitions de phase du trafic routier à Port-au-Prince et comment l'application des lois hydrodynamiques peut-elle formuler des solutions d'aménagement durables pour fluidifier et accentuer d'Haïti. En résumé, ce site-là, c'est pour permettre par exemple de prévoir quel endroit ou bien dans quel axe il y aura du trafic, une forte densité des embouteillages. Écolière en secondaire 2, cette jeune fille adresse la problématique du pouvoir d'achat suivant les données rendues publiques par l'État haïtien. À son âge, elle se sert des mathématiques pour parler de l'économie. Le problème que nous avons observé, c'est que depuis plusieurs années, le prix de l'essence augmente de façon substantielle en Haïti. Et ça affecte tous les aspects de la vie quotidienne. Ça touche la classe moyenne sur le transport, la scolarité et le coût de la vie en général. Et selon le ministère de l'Économie et des Finances, le coût du pétrole est passé de 169 gouttes en 2021 à 353 gouttes après les ajustements du prix pétrolier. Et en septembre 2022, c'est arrivé à 670 gouttes. Ça montre à quel point le prix de l'essence en Haïti augmente de façon continue. Très jeune et avec l'appui des membres de la direction, elle a construit un élevage dans son établissement scolaire. J'ai été inspirée de la manière dont les poules en Haïti sont maltraitées. Déjà, il y a des poules qui viennent de la République dominicaine. Ces poules-là ont souvent des maladies. Cette présentation est rendue possible grâce à la directrice pédagogique de l'institution, Karine Emmanuel Sanon, une initiative qui vient à partir des différents travaux réalisés par les écoliers. Une présentation riche en production, des parents, des amis, des proches qui ont fait le déplacement ont salué les travaux des écoliers et soulignent en même temps que tout ce qui manque à ces jeunes, c'est un encadrement, un accompagnement pour qu'ils puissent exceller dans leur domaine. Nous refermons la page nationale de Métro News en météo. La saison cyclonique 2026 débute officiellement ce lundi dans l'Atlantique Nord avec des prévisions légèrement inférieures à la moyenne historique, ont annoncé les météorologues. Les experts de l'Université d'État du Colorado tablent sur la formation de 13 tempêtes tropicales nommées d'ici le 30 novembre. Parmi ces phénomènes, 6 devraient se transformer en ouragans, dont 2 majeurs de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson. Ces chiffres se situent juste en dessous des normales de la période 1991-2020, qui comptabilise actuellement 14 tempêtes, 7 ouragans et 3 cyclones majeurs. Cette baisse d'activité s'explique par des conditions atmosphériques actuellement moins propices au développement des systèmes dans le bassin atlantique, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. L'Organisation météorologique mondiale a déjà publié la liste des 21 noms retenus pour cette année, qui débutera par Arthur, Bertha et Cristobal. Malgré ces prévisions modérées, les autorités rappellent qu'un seul système violent suffit pour causer des dégâts matériels et humains catastrophiques. Les populations des zones exposées sont appelées à la vigilance, invitées à préparer dès maintenant leur plan. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Voici le rappel des titres. Nouvelle opération de la police nationale au centre-ville de Port-au-Prince ce lundi. Des échanges de tirs ont été signalés près de Village de Dieu. Parallèlement, l'Artibonite reste sous tension après l'embuscade meurtrière de Carrefour Robert qui a coûté la vie à 3 policiers de l'UTAG et un brigadier de vigilance. Des organismes de défense des droits humains expriment leur vive préoccupation après la mort de 4 agents engagés dans une opération contre les gangs à Carrefour Robert. Ils dénoncent un grave revers sécuritaire et alertent sur les défis auxquels font face les autorités.
Et puis plusieurs mois après les violences qui ont frappé Solino, les traces de destruction restent visibles. Entre réparation de fortune et attente envers les autorités, les résidents réclament des actions concrètes dans le cadre du programme de retour au quartier. Malgré les quelques initiatives individuelles, de nombreuses familles peinent à retrouver des conditions de vie normales. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Mais restez branchés, la programmation continue. Bonsoir.